المحامي مهم، وهذا يمكن يعود في كل لحظه فكرنا المحاماه تقصد في معنى ايجاد نوع من الحصانه. قلبنا جاء الانتفاضه بادر المحامين بتكوين اللجنه وبمعنى بتنفيذ القانون المرسوم النظام هذا معناها في فصل 47 هذا الفصل هذا يعني رغم الارباك والارتباك المرسوم بتاع برشا ارباك الصياغات، وهذا ثم عملنا قد دراسات حول المرسوم هذايا قد رفعناه للعميل المسؤوليه حول العمل المتكامل في نقل الفصول تاع المرسوم فصل سيبقى توزيعه ربما العاجل او نشره في مجال المحاماه في هذا القادم. انا ثم ارباك وارتباك بالصياغات، وثم كذلك في التفاوض اقرار المرسوم هذايا وقعت بعض الهوات بعض الاخطاء ووقع تلازم في بعض الاشياء منها لعب المحاماه حصانه المحاماه والحصانه يجب ان يدخل القانون، وعندما يدخل القانون يجب ان يحترمها كامل الاطراف، لان الفكره اللي رسمها المستبد قبل 87 هي انه قصر ياسر دور المحامي، مش فقط سعوديه عمل السعوديه خارج السعوديه، لا يقول لك التطاول يضع المحامي في مرتبه القصر والنقص ثم يضع، واحنا نعتقد ان العداله هي منظومه كامله، وان المحاكمه العادله هي منظومه كامله لا تستقيم الا اذا كان صورناها كطائر لا يستقيم الا بجناحين، اذا كان الجناح مريض فليس هناك عداله. Bonjour à toutes et à tous. Pardon, je vais m'exprimer en français. Je ne parle malheureusement pas votre belle langue. Voilà. Je m'appelle donc François Roux. Je suis maintenant avocat honoraire au barreau de Montpellier, c'est-à-dire que nous sommes voisins. Nous avons les pieds dans la même mer. Dans quelques jours, je fêterai mes 40 années de prestation de serment. Vous voyez, ça commence à faire. En 2009, j'ai été nommé par le secrétaire général des Nations Unies pour occuper le poste de chef du bureau de la défense devant le tribunal spécial pour le Liban. Et j'ai coutume de rappeler que ce tribunal spécial pour le Liban, dont je vais vous dire quelques mots, est le premier tribunal international dans lequel on utilise la langue arabe, dans lequel on rend des décisions en arabe. Et j'ai eu le plaisir de remettre à votre bâtonnier, pour votre bibliothèque, un ouvrage qui vient d'être édité, les premières décisions rendues par le tribunal spécial pour le Liban, et qui sont maintenant disponibles dans les 3 langues, l'arabe, l'anglais et le français. Alors, quelques mots pour me présenter un peu plus. Pendant mes 40 années de profession d'avocat, je me suis beaucoup battu pour la défense de la défense. Et je suis très heureux d'entendre aujourd'hui les propos qui viennent d'être dits sur la nécessité de l'immunité de l'avocat. J'ai été moi-même président de l'Institut des droits de l'homme du barreau de Montpellier pendant plusieurs années. J'ai participé avec certains de vos confrères ici, plus particulièrement moi-même impliqué dans des affaires politiques qui concernaient la France, puisque je défendais les indépendantistes en Polynésie française contre la France, contre les essais nucléaires que la France faisait dans le Pacifique. Et j'ai défendu ensuite le peuple kanak, Jean-Marie Tjibaou, et j'ai participé pour le peuple kanak aux accords qu'on appelait les accords Matignon entre le gouvernement français et la Nouvelle-Calédonie. J'ai beaucoup travaillé aussi pour les tribunaux pénaux internationaux avec un de vos confrères, maître Mohamed Aouni. Je remercie son fils de m'avoir traduit tout à l'heure. Je remercie maître Mohamed Aouni d'avoir tellement œuvré pour que je puisse être présent ici aujourd'hui, et je remercie vivement M. Bâtonnier de votre accueil, de l'accueil du barreau de Tunis pour m'avoir donné l'occasion de vous parler ce matin. Voilà, donc oui, j'ai travaillé devant les tribunaux internationaux, et là que j'avais rencontré maître Aouni, tribunal pénal international pour le Rwanda.
Ensuite, je suis allé travailler au Cambodge. J'ai été l'avocat de Duc, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été le premier Khmer rouge poursuivi devant le tribunal pour le Cambodge. Et c'est ainsi qu'ensuite j'ai été nommé par le secrétaire général pour m'occuper de ce bureau de la défense. Alors, m'inspirant de Khalil Gibran, pour moi, d'ailleurs je vais me lever parce qu'un avocat, quand on lui demande de plaider pour quelqu'un qui est accusé des pires choses, la première chose que fait un avocat, il se lève, il met sa robe et il défend. Et pour moi la défense, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des pépins de clémentine de Tunisie, c'est un noyau de date de chez vous. La défense, pour moi, ça se résume à ça, disait Khalil Gibran. Un jour, je plaidais en France pour un jeune de la banlieue d'Alès, une petite ville près de Montpellier. Figurez-vous que dans le dossier de ce jeune, qu'on appelle chez nous un immigré de la 3e génération, il y avait un rapport de police qui disait « Individu bon à rien, ne mérite pas le moindre intérêt, si minime soit-il. » Vous pouvez imaginer ça dans un rapport de police. Individu bon à rien ne mérite pas le moindre intérêt, si minime soit-il. Et effectivement, ce garçon avait un casier judiciaire de 3 pages. Il passait son temps à être emprisonné, à sortir de prison. Alors je me suis avancé vers les juges avec mes pépins. Alors là, j'avais ma collaboratrice à l'époque qui a dit « ça y est, Maître Roux, il disjoncte ». Et je leur ai parlé de Khalil Gibran, qui disait quoi? Il disait « voyez, quand on voit ces pépins, ça a l'air complètement mort. Qu'est-ce que c'est qu'un pépin? C'est mort. Ça ne mérite aucun intérêt. Ce noyau de date, vous le mettez en terre, dans de la bonne terre. Vous vous en occupez. Il va germer. Il va faire un petit arbre. Continuez à vous en occuper. Il va devenir un grand arbre qui va faire du fruit. Et dit Khalil Gibran, vous voudriez me dire que ce que fait un pépin, un humain ne peut pas le faire? C'est ça la défense. C'est l'avocat qui se lève pour dire la personne qui est aujourd'hui dans le box, qui est accusée des pires crimes, parce que dans le droit international on est accusé des choses très graves, cette personne est digne d'intérêt, cette personne est digne d'être défendue, et moi, avocat, je me lèverai pour être à ses côtés. Vous savez, quand on a créé les juridictions pénales internationales au début, les États qui payent beaucoup d'argent pour ces juridictions pénales internationales disaient « mais à quoi bon des avocats pour défendre ces gens? Ce sont des affreux criminels. Pensez donc le génocide du Rwanda, le génocide à Srebrenica, les Khmers rouges. Mais pourquoi dépenser tant d'argent pour défendre ces gens? » Alors nous avons été un certain nombre d'avocats à nous lever et à dire mais parce qu'il y a le pépin. Parce qu'il y a le pépin, ces gens méritent d'être défendus et nous, les avocats, nous serons là. Et ça n'a pas été simple, croyez-moi, de faire admettre les avocats de la défense pour défendre ces personnes. Et pourtant, Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, Tribunal pénal international pour le Rwanda, il y a eu à ce jour 160 mises en accusation pour des crimes odieux qui nous choquent tous. Pas de problème avec ça. 160 mises en accusation.
Et sur ces 160 mises en accusation, 40 personnes ont bénéficié d'un acquittement ou d'un non-lieu. Dites-moi à qui on le doit cet acquittement et ces acquittements et ce non-lieu, si ce n'est aux avocats qui se sont levés pour défendre. Ça veut dire que dans 25% des cas devant la justice pénale internationale, le procureur s'est trompé. Et que s'il n'y avait pas eu une défense efficace, on aurait aujourd'hui des gens qui seraient en prison pour rien. Alors peut-être que certains ont été acquittés au bénéfice du doute. Tant mieux, tant mieux. Rappelez-vous toujours Victor Hugo. Je préfère un coupable en liberté qu'un innocent en prison. Donc quand il y a un doute, on acquitte. Et les 40 personnes qui ont été acquittées ont été grâce à des avocats, comme vous, comme moi, qui ont mis leur robe pour défendre. Alors, pendant des années, devant les tribunaux internationaux, les avocats étaient curieusement gérés, c'est comme ça qu'on disait, par le greffier. Vous savez, dans les tribunaux internationaux, le greffier, c'est pas comme dans vos juridictions, c'est pas comme dans les miennes. Ce sont des gens qui sont élus, souvent par les Nations Unies. Ce sont des fonctions extrêmement élevées. Bon, et les avocats étaient gérés par le greffier. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et vous avez les tribunaux internationaux. Donc, je vous rappelle, comme tribunal international, je vous ai cité le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, le tribunal pour le Rwanda. Il y a eu ensuite le tribunal pour la Sierra Leone, le tribunal pour le Cambodge, la Cour pénale internationale et le petit dernier qui est le tribunal spécial pour le Liban. Donc jusqu'au tribunal spécial pour le Liban, vous aviez dans ces tribunaux 3 organes. Le procureur, certes, en effet, il en faut un. Le président du tribunal et les chambres, bien sûr, et le greffier. Alors, tribunal spécial pour le Liban. Quelques mots. Et puis après, je voudrais bien sûr que vous ayez la parole pour poser toutes les questions que vous souhaiterez. C'est un tribunal qui a été créé après l'assassinat du Premier ministre Hariri. Il y a eu beaucoup de polémiques. Des gens qui sont pour ce tribunal, des gens qui sont contre, en disant c'est la première fois qu'on crée un tribunal pour juger seulement l'assassinat d'une personne, aussi haute responsable qu'elle soit, mais c'est la première fois. Oui, mais c'est vrai, mais c'est aussi la première fois qu'on crée un tribunal en matière de terrorisme. Et donc ce tribunal est en train, petit à petit, d'établir un corpus de jurisprudence, que vous trouverez déjà dans le document que je vous ai remis, un corpus de jurisprudence autour de la notion de terrorisme. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme en droit international? Pas évident à définir. Donc ce tribunal maintenant est là. Il a été critiqué de manière politique, il est là, il est à l'œuvre. Et en effet, il a fait faire plusieurs progrès à la justice pénale internationale. D'abord en créant ce bureau de la défense, ensuite en permettant que l'on fasse des procès par défaut. Alors devant notre tribunal, c'est la première fois qu'on va pouvoir juger des gens par défaut. Est-ce que c'est un progrès? Est-ce que ça ne l'est pas? Je considère pour ma part que c'est un progrès parce que ça va permettre en effet, ça va obliger le procureur qui accuse des personnes à les accuser publiquement. Et ça va permettre à des avocats de défendre, alors non pas ces personnes, parce que les personnes ne sont pas là, les accusés ne sont pas là, mais les accusés ont droit à ce que des avocats défendent leurs droits et leurs intérêts. Et notre système, que vous connaissez comme moi, qui est le système qu'on appelle la civil law, système inquisitoire avec juge d'instruction. Alors, mes consoeurs et mes confrères, j'ai fait partie en France de ceux qui ont beaucoup critiqué le juge d'instruction. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais nous en France, on n'était pas vraiment satisfaits du travail des juges d'instruction. Le juge d'instruction est censé instruire à charge et à décharge, et on sait qu'il instruit beaucoup plus souvent à charge qu'à décharge. Sauf que, quand on a approché le système dit de la common law, il n'est pas tout à fait satisfaisant non plus. Le système américain, je suis désolé, on nous a toujours expliqué que c'était le meilleur système au monde, je n'en suis pas du tout convaincu. Mais vraiment pas du tout convaincu.
C'est un système dans lequel, en tout cas aux États-Unis, il faut avoir beaucoup d'argent si vous voulez vous défendre, parce que vous avez un procureur qui dispose d'énormément de moyens, et si vous êtes en défense, et si vous n'avez pas les mêmes moyens, eh bien vous ne pourrez pas vous défendre. Sachez qu'aux États-Unis, il y a 90% des personnes qui sont obligées de plaider coupables, même s'ils ne sont pas coupables, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se défendre. Parce que un des problèmes de nos juridictions pénales internationales, c'est qu'avec ce système que vous connaissez, que vous voyez dans les séries télévisées, vous avez le procureur qui accuse, qui interroge ses témoins, la défense qui contre-interroge, après c'est l'inverse, la défense va appeler ses témoins, va contre-interroger. On a des procès qui durent des années et des années, et qui coûtent énormément d'argent. Voilà. Donc il faut certainement aujourd'hui réviser tout ça. Et comment réviser tout ça? C'est l'appel que je vous lance. C'est l'appel que je vous lance. Venez donc travailler dans ces tribunaux. On a besoin de juristes. On a besoin de juristes qui connaissent, qui pratiquent régulièrement le système dit de la civil law, le système dit inquisitoire. On a besoin de juristes. Et on a besoin de juristes du monde arabe, notamment devant le tribunal pour le Liban. Voilà. On va loin, très loin, sur la protection des privilèges et immunités des avocats. On va très loin. Parce qu'il ne peut pas y avoir de défense devant les tribunaux pénaux internationaux si les avocats ne bénéficient pas d'immunité. Rendez-vous compte, aujourd'hui dans le système qui est le nôtre, donc nous n'avons pas de véritable juge d'instruction, nous n'avons pas de juge d'instruction devant nos tribunaux actuellement, et donc les avocats de la défense doivent faire eux-mêmes tout le travail de contre-enquête, entendez bien, tout le travail de contre-enquête. Quand j'étais au tribunal pour le Rwanda, j'ai pris mon cartable, j'ai pris mon sac à dos, et je suis allé au Rwanda faire ma contre-enquête moi-même. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et j'ai trouvé ça que c'était vraiment intéressant dans le système anglo-saxon. J'avais pas besoin de demander à un juge d'instruction de faire l'enquête, je la faisais moi-même. J'allais entendre moi-même mes témoins, c'est extraordinaire. Vous entendez vous-même vos témoins, vos propres témoins. Vous prenez vos propres déclarations de témoins. Voilà, j'avais donc ce qu'on fait dans ces cas-là. On a une équipe avec nous qui est payée, c'est payé par l'aide légale, qui est beaucoup plus généreuse que dans nos États nationaux, soyons clairs. Donc on se plaint toujours, mais on est quand même beaucoup mieux payé que dans nos juridictions nationales. Et heureusement, sinon on ne pourrait pas travailler. Donc j'avais des enquêteurs qui allaient au Rwanda, qui me trouvaient les témoins, et ensuite moi j'allais derrière et je les interrogeais moi-même. Voilà. Et c'est comme ça que, effectivement, j'ai pu, avec mon équipe, pas tout seul, obtenir le premier acquittement devant le tribunal pénal pour le Rwanda, parce que j'avais réussi à démontrer, par ma propre enquête, l'innocence de la personne que je défendais. Voilà. Donc, ça, c'est effectivement un des travaux vraiment importants que doivent faire les avocats devant les juridictions pénales internationales, faire leurs propres enquêtes. Et donc, vous imaginez qu'on a besoin d'immunité. Quand j'étais au Rwanda, je bénéficiais des immunités qui sont accordées par les Nations Unies aux avocats sur un plan général. Et donc je pense que là aussi, pour les avocats de Tunisie comme pour les avocats français dans leurs tribunaux internationaux, les immunités qui sont prévues pour la défense dans les textes internationaux doivent être forcément applicables dans les États. Et donc, je voudrais vous rendre attentif à ça. Je vous disais tout à l'heure, ça vous paraît très loin quand on parle de nos tribunaux, etc. Demain, c'est même pas après-demain, demain, les décisions qui sont rendues dans nos tribunaux internationaux vont irriguer les juridictions nationales, quelles qu'elles soient, tunisiennes, françaises, italiennes, anglaises. C'est demain qu'on va utiliser dans nos tribunaux la jurisprudence. Alors d'abord parce que nous, les avocats, on va s'emparer des jurisprudences qui nous sont utiles. Vous verrez dans le document que j'ai amené, la première décision qui a été rendue par le tribunal spécial pour le Liban, et qui est totalement ignorée encore, la première décision, figurez-vous ceci. Quand, après l'assassinat du président Hariri, la communauté internationale a mis sur pied une commission d'enquête internationale qui a agi pendant 4 ans
en même temps que des juges d'instruction libanais. Des juges d'instruction libanais ont arrêté 4 généraux qu'on a accusés d'être à l'origine de cet attentat. Ces 4 généraux sont restés en prison quasiment 4 ans. Et il y avait une forte émotion autour de ça. Ils avaient saisi le comité sur la détention arbitraire des Nations Unies, qui avait dit que cette détention est arbitraire, puisqu'ils n'étaient même pas inculpés, ils étaient sous mandat. Ils n'étaient même pas inculpés. En 2009, le tribunal spécial pour le Liban prend officiellement ses fonctions. Et je suis nommé à mon poste de chef du bureau de la défense. Je prends le premier avion, je file au Liban, je m'entretiens avec les avocats de ces 4 généraux, qui m'apprennent une chose incroyable. Ils me disent, Maître Roux, depuis 4 ans, nous n'avons pas la possibilité de nous entretenir confidentiellement avec nos clients. Il y a toujours un gardien qui écoute ce que nous disons. Et depuis 4 ans, nos clients sont à l'isolement total. Je prends mon téléphone, j'appelle le président du tribunal, le regretté Antonio Cassese. Président, ça n'est pas possible, je vous fais immédiatement une requête, nous sommes maintenant un tribunal international, je vous demande de rendre une ordonnance immédiate imposant aux autorités libanaises de respecter le droit des avocats et donc le droit des accusés. Dans l'heure, la décision a été prise. Mais je vous dis maintenant, mes confrères, à vous, confrères tunisiens, comme je le disais hier à mes confrères français, si dans nos juridictions, nous avons le même cas qui se présente, qu'est-ce que je vais utiliser? La jurisprudence du tribunal spécial pour le Liban. Et je vais leur dire, écoutez, il y a un tribunal international qui a jugé selon des standards internationaux. Aujourd'hui, toutes les nations sont censées respecter les standards internationaux. Je vous demande, messieurs les juges, d'appliquer ces standards. Vous savez, pendant 30 ans, en France, je me suis battu pour convaincre les juges français qu'il y avait un texte international qui s'imposait à eux, qui s'appelait la Convention européenne des droits de l'homme. J'étais à l'époque l'avocat qui a obtenu le plus de décisions devant les tribunaux français. J'ai fait le tour de France. Sur la base de la Convention européenne des droits de l'homme. Je défendais à l'époque des objecteurs de conscience. J'étais, peut-être certains d'entre vous le savent, j'étais l'avocat de José Bové, paysan du Larzac. Et donc, on avait énormément de procès dans toute la France de personnes qui revendiquaient le statut d'objecteur de conscience. Et moi, j'arrivais devant les juges avec la Convention européenne des droits de l'homme, je leur disais, vous devez appliquer ce texte international. Et les juges me disaient, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais ça ne me concerne pas du tout. Moi, je suis un juge français, j'ai rien à faire avec le droit international. Eh bien, monsieur le juge, je suis désolé de vous dire que vous avez tout à fait à faire avec le droit international parce qu'il s'impose à vous. Mais vous savez qu'il a fallu des années, vous savez qu'il a fallu 30 ans pour arriver à convaincre nos juges en France qu'il fallait qu'ils respectent le droit international. Alors, ne vous désespérez pas si chez vous, vous avez les mêmes problèmes. Il nous a fallu 30 ans. J'ai quand même entendu, moi, un juge un jour qui m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça ne nous concerne pas. Je refuse d'appliquer ce texte. En plus, c'était un juge qui m'avait dit, je refuse d'appliquer ce texte athée. Ça vous intéresse, hein? Ça vous intéresse, hein? Ah oui. Je refuse d'appliquer ce texte athée. Hein? Juge de Marseille, vous voyez, voisin, voilà. Alors figurez-vous d'ailleurs, et ça va vous intéresser aussi d'ailleurs, dans cette affaire-là précisément, où on avait eu ce jugement complètement délirant d'un juge, nous sommes allés jusque devant le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et je vous dis ça pourquoi? Parce que je viens d'apprendre ce matin que votre pays a ratifié le protocole additionnel du pacte de New York, qui permet maintenant aux avocats de saisir le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Eh bien, je vous dis, je l'ai fait. Moi, j'avais saisi plusieurs fois, dans ma profession d'avocat, la Cour européenne des droits de l'homme. J'avais eu, il faut dire, un joli succès. D'ailleurs, j'ai fait condamner la France. Bon, c'est pas agréable de faire condamner son pays. Mais tant pis s'ils ne veulent pas comprendre, s'ils sont bouchés. Mais, moi, je dis aux magistrats, c'est vous qui êtes condamnés. Quand je vous fais condamner mon pays, en fait, c'est vous, les magistrats français, qui êtes condamnés. C'est parce que vous n'avez pas appliqué les textes internationaux. Et j'ai fait pareil. Cette fois-ci, pour ce jugement de Marseille, je suis allé jusqu'à Genève, au comité des droits de l'homme. Et j'ai obtenu une déclaration, c'est pas une condamnation, ça s'appelle pas comme ça s'appelle une déclaration de violation du droit par le gouvernement français à l'époque. Voilà. Donc ça, j'y tiens beaucoup à ce qu'on explique à nos juges nationaux que le droit international s'impose à eux comme un des principes fondamentaux de nos droits. Voilà. Et donc,
c'est à ça que je voudrais vous rendre attentif, ce va-et-vient entre la jurisprudence pénale internationale qui est en train de se construire et qui a besoin de nous tous. Qui a besoin de nous tous. Parce que cette jurisprudence pénale internationale qui se construit, c'est aussi la vôtre, c'est la mienne. Si nous n'y sommes pas, ce sont les autres qui vont faire la jurisprudence. C'est-à-dire peut-être nos confrères américains. J'aime bien mes confrères américains, mais je voudrais bien aussi quand même qu'on respecte aussi nos propres notions à nous, parce que moi j'y tiens. Voilà. Et donc je pense que dans le droit pénal international, il doit coexister les deux notions de droit. Voilà. Mais si vous voulez que ça coexiste, venez donc. Et quand vous vous intéresserez à ce qui se passe là-haut, eh bien vous le réutiliserez aussi dans les tribunaux nationaux, parce que je crois, une fois encore, que c'est vraiment le rôle de l'avocat, de se servir de tous les textes qui peuvent être utiles à la défense que nous exerçons devant nos tribunaux nationaux, comme devant nos tribunaux internationaux. Voilà, j'étais un peu long, pardonnez-moi, mais je suis prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup. لا يمكن أن نتحدث عن هذه الحصانة صح التعبير أم مجرد حماية قد يكون أصح دون التذكير بمقولة شهيرة لنابليون إثر الثورة الفرنسية الذي كان قال: تمنيت لو سيفي بيدي لقطعت به لسان المحامي الذي يترافع ضد النظام. وتعلمون لو أردنا أن نقارن بين الثورتين الفرنسية والتونسية أن الثورة الفرنسية 1789 حلت هياكل المحاماة. من نتائج الثورة الفرنسية أنها ضربت المحاماة الفرنسية. من نتائج الثورة التونسية أننا تحصلنا على هذا المرسوم، وهذا بون شاسع. ومن سنة 1789 إلى 1810 قرر نابليون إعادة هياكل المحاماة في فرنسا، لكن عن مضض، بأن المقولة سليفة الذكر كان صرح بها عند قبوله إعادة مجلس المحاماة الفرنسية. إذن المحاماة قبل حتى الثورة الفرنسية في بعض البلدان الأخرى عانت ولا زالت تعاني وستعاني، وما على رجالها، طبعا كلمة رجالها تشمل نسائها، ما على الجميع إلا أن يتصدى لكل ربما التعطيلات وأحيانا الهجمات التي يمكن أن تتعرض إليها. وتاريخ المحاماة في تونس العزيزة يدل دلالة قاطعة على أن المحاماة والحمد لله رغم الداء والأعداء كانت عصية على الكل وعاشت كالنسر فوق القمة الشمال، وستبقى هكذا داخل محيط المهنة. نحن نتعايش يوميا مع عائلة القضاء بصورة عامة، والتعامل مع هذه العائلة المحترمة النبيلة يقتضي إيجاد حل لبعض تباينات في المواقف، في التعاطي، أحيانا بعض التصادمات القانونية، ليس بالضرورة تصادمات تطبيقية، أحيانا تصادمات نزاعات قانونية، وهذا يحدث نوع من المفارقة الداخلية، لكن في إطار
العائلة الموسعة. المفارقة الثالثة هي مفارقة نظرية صرف ولها أبعاد تطبيقية. تتمثل في ماذا؟ تتمثل في وجوب إيجاد توازن بين حقوق المحامي وواجباته، وبقدر ما يتحقق هذا التوازن بقدر ما تكون المحاماة بمنأى عن كل الصعوبات، عن كل السلبيات، عن كل ربما النتائج الوخيمة التي قد تضر بهذه المهنة الشريفة. إذن لا وجود لتوازن دون الولوج في تفاصيل يطول شرحها. يبدو أن مرسوم 79 حاول واضعه تحقيق نوع من التوازن، وهذا التوازن يبدو أنه حقق من خلال الفصول 46 47 48 التي يمكن أن نؤصل عليها نوع من حصانة المحامي في تونس، لأن هذه الفصول الثلاث تختلف تمام الاختلاف عن الفصول السابقة. وسأحاول أن أقوم ببعض المقارنات لإقناعكم ولبيان الجديد في مرسوم 79 بالنسبة لهذه الزاوية. ولا أخفي عليكم أن هذا العنوان المتعلق بحماية المحامي أو ما يمكن أن نسميه حصانة المحامي، لا أخفي عليكم أنه يبدو لي أحسن عنوان نجحت فيه لجنة الصياغة في إطار هذا المرسوم. وأشاط الرأي القائل أن المرسوم يتضمن عديد الأخطاء وعديد النقائص وعديد الثغرات لعدة أسباب يطول كذلك شرحها، خاصة نية الإسراع والحصول على هذا المرسوم، وخاصة باب الحصانة وباب التأديب وإعادة النظر في أحكام التأديب والحصول على هذا في أقرب وقت ممكن. لكن طرح سؤال سأجيب عنه بشيء من السرعة: ما قيمة هذا المرسوم من الناحية القانونية؟ هذا المرسوم صدر في أوت 2011. حتى تتحصلوا على فكرة على كل المراسيم التي صدرت بعد 14 جانفي. هل تعلمون كم من مرسوم؟ تقريبا 121 مرسوم من 14 جانفي إلى 22 نوفمبر 2011، وهو تاريخ انتصاب المجلس الوطني التأسيسي في أول جلسة له، لأن ثم مراسيم صدرت ليلتها. هل هم الكائن من المراسيم اللي في زمرته صدر مرسوم المحاماة يمكن تقسيمها إلى قسمين: قطع النظر عن المراسيم اللي يمكن اتخاذها في إطار قانون عدد 6، قانون التأسيسي عدد 6 الصادر في 16 ديسمبر. في نوع من المراسيم كذلك في حالة شغول كامل المجلس الوطني التأسيسي، 3 رؤساء يجتمعوا واللي هم يسيروا دواليب الدولة عن طريق المراسيم. هذا نوع جديد جدا فيما يتعلق بمفهوم المرسوم. قبل 22 نوفمبر 2011 المراسيم يمكن تقسيمها إلى قسمين: صنف إلى حد 23 مارس 2011 وصنف بعد 23 مارس 2011. تعلمون ماذا حصل 23 مارس؟ رأي ثاني يعتبر ورأي اللي ساهم في إعداد مرسوم 23 مارس يرى هكذا، ويعتبر أن الفصل 4 يعطي لهذه المراسيم القوة التشريعية الكاملة، والفصل 4 من مرسوم 23 مارس 2011 يجعل من كل هذه المراسيم الصادرة بعد 23 مارس من بين مرسوم 20 أوت 2011 يجعلها مستقلة بذاتها وليست في حاجة للمصادقة من المجلس الوطني التأسيسي. وعليه النتيجة إلى أين تريد أن تصل لهذا؟ وإذا ما اعتبرنا أن الفصل 4
معناها يؤسس لهذا المرسوم، وكذلك للقرارات الصادرة عن من له نظر تعتبر مخالفة طبق المجلة الجزائية. على هذا الأساس أعتبر أن الطبيعة القانونية والقوة القانونية لهذا المرسوم سواء كان مقرر إداري أو كنص تشريعي لا مجال لرفض ذلك، علما وأن المحكمة الإدارية تم الطعن في هذا المرسوم مازال لم تنظر حسب ما سمعت وما علمت. ثم شكون معناها طعن في مرسوم المحاماة، والمحكمة الإدارية لم تبدي إلى الآن رأيها النهائي، لكن بقية المراسيم شقيقة مرسوم المحاماة. تم الطعن في البعض منها، تم الطعن في مرسوم المصادرة، تم الطعن في مرسوم المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي، تم الطعن في هذه المراسيم أنها مراسيم لها صبغة قانونية لا تخضع لرقابة المحكمة الإدارية، ورفضت سواء إيقاف التنفيذ بالنسبة للمصادرة سواء الإلغاء بالنسبة لمراسيم أخرى. وشخصيا أرى أن القرار المرتقب بالنسبة للطعن في مرسوم المحاماة سيكون على شكيلة بقية مواقف المحكمة الإدارية، لأنكم تعرفون أن المحكمة الإدارية لا تراقب القوانين ولا تراقب النصوص ذات الصبغة التشريعية، فإذا ما اعتبرت أن النص ذات الصبغة التشريعية هو الترتيبية وما تراقبهاش كما يجب، من باب أولى النصوص ذات الصبغة التشريعية. على هذا الأساس يمكن أن نعتبر أن مرسوم المحاماة يندرج في إطار الفصل 4 من مرسوم 23 مارس 2011، وبالتالي هو مرسوم تشريعي له محتوى تشريعي، له مضمون تشريعي، لا يستحق المصادقة من طرف المجلس الوطني التأسيسي والمحكمة الإدارية. مقارنة مع المراسيم شقيقة هذا المرسوم اعتبرت أنها نصوص تشريعية لا حق لها أن تراقبها ورفضت اختصاصها. وليعلم من هو خارج هذه المهنة ويراقب أو قد يتخذ بعض القرارات ضد بعض الزملاء أن ثم جانب لا يمكن أن يكون نوع من الحصانة إطلاقا، هو مجرد ضمانة إجرائية. هذا المحور الأول. الزاوية الثانية لابد أن ننظر إلى ما يسمى بالحصانة كحماية أصلية، فعلا هي حصانة لكن حصانة خاصة لا يجب تمطيطها للقول أن المحاماة تغولت. قيل لي هذا عديد المرات، المحاماة تغولت بهذا المرسوم. لا، لم نتغول ولم نستكرش لا ماديا ولا معنويا، وإنما طلبنا بعض الحقوق وتحصلنا على البعض منها ليس إلا. إذن الحصانة كضمانة إجرائية والحصانة كحماية أصلية. الحصانة كضمانة إجرائية يعني ماذا؟ هنا توجب المقارنة بين النص القديم والنص الجديد. النص القديم في قانون 89 هو الفصل 45، الجديد هو 46 عفوا. ما هو الجديد في الحصانة كضمانة إجرائية؟ اليوم تطبيقا للفصل 46 من المرسوم لا يمكن أن يقع تتبع أي محامٍ، والنص واضح، أعيد أي محامٍ من أجل أي فعل مجرم في 3 أصناف إلا بإحالة من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف. أعيد لا يجوز تتبع أي محامي. النص القديم المحامي المباشر، النص الجديد استبعد المباشر، والبون شاسع بين طالع الفصل 45 قديم وطالع الفصل 46 جديد. إذا وقعت تتبعات ضد محامٍ، لم نقل مباشر أو غير مباشر، وتعلمنا جميعا سيادة العميد منذ سنة أولى حقوق أن العبارة المطلقة تؤخذ على إطلاقها
وأنه لا يجوز التمييز أو التفريق حيث لم يميز المشرع أو يفرق ضد أي محامٍ، يعني كل محامٍ. سنبين لماذا هناك مبرر. الزملاء الذين صاغوا معنا هذه النصوص يعرفون جيدا ذلك، يمكن أن تعودوا للأعمال التحضيرية. ماذا يعني لا يجوز تتبع المحامي إلا بإحالة؟ مش معناه ما يقعش تتبع المحامي. ليست لنا حصانة مثل الحصانات التي سأأتي عليها بسرعة بعد حين. نحن لنا حصانة متأقلمة مع مهنتنا رغم خطورة ممارسة هذه المهنة. يعني من المحامي؟ يعني المحامي المباشر والمحامي غير المباشر والمحامي المتقاعد والشرفي كذلك. لأن جدول المحاماة متكون من 3 أجزاء. الجزء الأول محامي المباشر، فيه المحامي المتمرن لدى الاستئناف ولدى التعقيب، 3 أقسام. الجزء الثاني المحامي غير المباشر، فصل 18 يبين متى يعتبر المحامي غير مباشر. والجزء الثالث وهو لا يقل أهمية، جزء المحامي المتقاعد أو الشرفي التي تعطى إليه صفة الشرفي. وأتمنى أن أعيش حتى أن نتحصل في يوم ما عن شرفية هذه المهنة. إذن 3 أجزاء يشملها الجد. كل محامي من أي جزء من هذه الأجزاء لا يمكن أن يحال إلا بقرار من النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف، والقول عكس هذا هو فيه خرق صارخ للفصل 46. هذه إضافة هامة، حال أن النص القديم لا يتعلق في خصوص الإحالة عن طريق الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إلا بالمحامي المباشر، إلا بمحامي الجزء الأول من الجدول. إذن يضاف الجزءان الآخران 2 و3. حتى الشرفي نعم لا يحال. إقالا يقول لماذا هذا التوسع؟ هذا التوسع حتى تتمكن الهياكل من مراقبة كل محام في كامل تراب الجمهورية، ولو كان قابع في منزله متقاعدا أو شرفيا يحضر جلسات، والشرفي يحضر حتى ويستدعى لكل التظاهرات العلمية، ويستدعى حتى لجلسة العامة للانتخابات لكن لا يشارك فيها فقط. هذا معنى محامي شرفي. كل هؤلاء إذا ما ارتكبوا أي فعل، لا كما في النص القديم جناية أو جرح، لا، أي فعل مخالفة نعم بما في ذلك المخالفة، لا يحال أي منهم على القضاء إلا بإحالة من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف. قيل لي حتى من طرف بعض السادة القضاة الأعزاء أننا في الحقيقة أسرة واحدة، والفصل الواحد عبر عن هذه الأسرة الواحدة، وأننا أصبحنا نشارك في إقامة العدل معهم. نحن جزء لا نتجزأ من إقامة العدل في هذه الربوع. قيل لي حتى مجرد مخالفة يا ترى مخالفة مرورية؟ نعم، حتى مخالفة مرورية لابد أن تتم الإحالة عن طريق الوكيل العام، وتشريعنا متقدم عن كل تشريع الدنيا. وهذه إضافة في المرسوم تحسب للثورة لا للمحاماة فقط، تحسب لنضالات المحامين عبر هذا التاريخ. في حالة التلبس بالفعل، والتلبس معرف والحمد لله بالفصل 33 في 4 صور، لا داعي للتفصيل ربحا للوقت، يمكن للضابط العدلية لأعوان الضابط العدلية أن يتصرفوا. فسماع المحامي مهما كانت المخالفة، مهما كانت الجرحة، مهما كانت الجناية، لا يمكن سماعه إلا من طرف السيد المحقق بحضور من ينوب الفرع المختص. وهذه إضافة هامة وهامة جدا. وعلى هذا الأساس الهياكل أصبح عندها سبورة، وهذا اللي فكرنا فيه، قلنا نضع سبورة واضحة للهياكل. خاطر الهياكل أحيانا غير مباشر يتحاكم وبعد يصبح مباشر ولا تعلم بماضيه. قد ياخذ تقاعد مسبق هذاك بتاع 20 سنة وبعد يعود قبل 30 سنة، إمكانية قائمة، وفي الأثناء قد يتعرض لتتبعات جزائية، وبما أنه متقاعد لا نعلم بوضعه السابق.
وعلى هذا الأساس فهذا التوسع لغايات نبيلة، وليس توسع لحماية أنفسنا فقط أو للدفاع عن مصالحنا فقط أو للهروب من التقاضي الجزائي. أبدا وأبدا وأبدا، ولسنا من أولئك الذين يبحثون عن التهرب من العدالة والفرار منها. لو يقع البحث مع أي محامي مرتكب لفعل مجرم، وأقول فعل مجرم منذ بداية المحاكمة، مع السيد المحقق ما ضر، وفي صورة التلبس عوامل الضابط العادية لهم حق القيام بعديد الأفعال بما في ذلك التفتيش بالمكتب. إذن الحصانة ضمانة إجرائية في خصوص الإحالة، ورأيتم أن المبدأ لا إحالة إلا بواسطة الوكيل العام مهما كان الفاعل ومهما كان المحامي، مع حضور المحامي وطبعا حضور من يمثل الفرع. وهذه الإجراءات جزاؤها البطلان والإبطاء. الفرع الثاني من الضمانة الإجرائية، وسأسرع شيئا ما، هو حماية المكتب أو حصانة المكتب بين ظفرين. كيف كان الحال